Donc je suis Daniel Roland. En 65, je suis devenu instituteur à Etterbeek. Euh, Au cours de ce travail, dans les années 70, j'ai introduit l'éducation aux médias dans mes cours, c'est-à-dire que le mercredi après-midi, les enfants tournaient en Super 8 et pendant l'année, ils construisaient les décors, rédigeaient les scénarios, etc. De là, j'ai commencé à faire des formations en éducation aux médias et puis formation d'animateur. Je suis devenu formateur à la suite de toutes ces formations. En 1990, je suis passé au service de la formation. J'étais le responsable du service de la formation où j'ai initié le BAGIC. Du moins, j'en ai eu l'idée. Puis c'est une équipe qui l'a monté, bien entendu. Et puis en 2000, je suis passé à l'inspection, où je suis resté jusqu'en 2010 et j'étais inspecteur pour tout le Brabant wallon. J'étais seul et sur le Brabant wallon. En 2010, j'ai pris ma pension et depuis, je suis formateur dans le BAGIC. Mais j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui, dans la mesure où, à 2 reprises déjà, on m'a posé la question de dire mais est-ce que l'éducation permanente c'est encore utile? Est-ce que c'est pas obsolète? Et que ma réponse évidemment était toujours la même en disant mais on part de l'éducation populaire et ça c'était accepté. C'est l'éducation permanente qui posait problème pour la suite, mais l'éducation populaire, ça les intéressait très fort. Et donc mon discours était de le montrer que finalement l'éducation permanente c'était toujours la suite de l'éducation populaire, que l'éducation populaire c'était le développement personnel, le développement social, etc. Et que dans l'éducation permanente c'était la même chose. La différence, c'est l'intitulé, qui est typiquement belge d'ailleurs, puisqu'en France, l'éducation permanente c'est l'éducation tout au long de la vie, que le contexte a changé, que les problèmes ont changé, et puis que les cafés du commerce où les gens discutaient entre eux, c'est devenu obsolète aussi dans la mesure où maintenant c'est sur Facebook que les gens se déversent leurs trucs, les trucs les plus vraisemblables, les trucs qui font que je vire des gens, c'est pas possible. Et qui me fait dire que dans cette situation avec le Covid et cette évolution malheureuse d'éducation permanente qui n'a jamais vraiment eu lieu montre bien maintenant il aurait fallu le faire, justifie le fait que l'on travaille encore davantage tout ce qui est éducation permanente, c'est-à-dire développement de la personne, développement de la société, de l'environnement, etc. Mais il est à la fois très positif dans la mesure où on a vu toute une série d'associations qui prenaient les problèmes, notamment les problèmes du personnel infirmier en charge, qui se sont organisées pour que les activités culturelles et que les travailleurs culturels puissent avoir du boulot. Je pense à l'abbaye de Villers-la-Ville où on a remplacé le grand spectacle du Lucrèce Borgia par un spectacle plus court avec moins de spectateurs, et c'est la Notre-Dame de Paris. Et ça se trouve un peu partout. Il y a place aux artistes qui se déroulent en Brabant wallon. Donc c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est le fait que certains semblent un peu déposer les armes en disant on n'en sort plus, on n'a même plus d'assemblée générale, on n'a plus les moyens physiques de travailler, on n'aura bientôt plus les moyens financiers, on n'a plus de rentrée, et donc il y a tout ce problème qui nous tracasse quand même. Tant au moment de la crise pétrolière qu'au moment de l'affaire du trou, où vraiment là on a des montées, pour le Cofidis aussi, on a une montée d'activités, les gens pour le Cofidis, on allait vivre un autre monde, et puis je dis que l'éducation permanente a encore du boulot, mais aussi les gens avaient pris conscience qu'il y avait des choses à faire, la vie associative s'était centrée sur ces problèmes. Et puis avec le temps qui passe, bien sûr, ça retombe. Mais je n'ai pas le souvenir d'un moment de crise négative très, très profond, si ce n'est maintenant avec le Covid. Mais par contre, une évolution dans la façon de travailler. C'est-à-dire que à partir de la crise pétrolière,
moins de sous, donc plus de recherche de sponsors. Mais recherche de sponsors, ça veut dire aussi qu'il y a certaines choses qu'on ne dit plus, qu'on ne peut pas faire, etc., et qui changent un peu les choses. Et on est parti de plus en plus dans un système néolibéral et dans un système de professionnalisme. Et toute la richesse de la vie associative, c'était aussi le bénévole, les gens qui travaillaient parce qu'à un moment, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'était un problème de trafic, c'était un problème enfin, quel que soit le problème, quelle que soit la situation concrète insatisfaisante, ils se réunissaient et petit à petit se sont constitués en ASBL, etc. etc. À partir du moment où on devient professionnel, je constatais que dans les ateliers, on appelait des professionnels qui amenaient la culture, mais avec les techniques. Et on n'utilisait pas la culture pour en faire un outil d'éducation permanente, pour en faire un outil de réflexion, pour en faire un outil qui va permettre de créer des projets, mais on est dans un atelier guitare où on apprend les accords de guitare et dans un atelier peinture où on apprend l'aquarelle, mais on a perdu quelque part, par ce professionnalisme, on a perdu le côté activiste dans le sens positif du terme. Je crois que le secteur devrait réfléchir à la formation de son personnel. J'entends par là, et je suis très prudent parce qu'il y a beaucoup d'éducation permanente qui se fait, beaucoup de bonnes choses. Je suis sur les cas difficiles où on se rend compte que on engage les gens, particulièrement dans les maisons de jeunes, on engage les gens parce que c'était des jeunes de la maison des jeunes, mais ce sont des gens qui n'ont pas de formation et qui donc se retrouvent dans une situation où animer pour eux, c'est organiser un jeu de piste, des activités de ce type, et que quand on les rencontre, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils n'ont aucun outil si ce n'est le fait qu'ils savent jouer de la guitare et qu'ils connaissent les accords, etc. Mais la notion de citoyenneté, cette notion de monter un projet par les jeunes et pour les jeunes, et pas seulement pour les jeunes, c'est quelque chose qui les dépasse tout à fait. Et je pense que pour recentrer les activités en éducation permanente, il faudrait avoir une réflexion sur la formation même des animateurs. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai une âme de militant, que oui, mon premier souvenir, ce sont les événements que mon grand-père me racontait, lui qui avait fait les manifestations ouvrières, qui avait des amis qui s'étaient fait descendre par le tir des gendarmes. Je pense que ça m'avait marqué très fort, que mon passage à l'école normale Charles-Bulls, où on a beaucoup travaillé par rapport au métier d'instituteur, mais l'égalité des chances, le partage des responsabilités, le partage du travail, etc. Je pense que mon grand-père en petite partie, l'école normale en très grande partie, et puis le fait d'entrer dans des formations avec des gens, avec des Francis Labiot, Willy Fostier, ces gens qui étaient aussi des militants, on était tous dans le même bateau et je pense que c'est comme ça que je suis arrivé où j'en suis. Force est de constater qu'il y a peu de conseils des jeunes dans les maisons de jeunes, qu'il y a peu de conseils culturels dans les centres culturels, qu'il y a peu de comités de lecture dans les bibliothèques, ou quand ça existe d'une manière, je dirais, assez anonyme. Et que finalement, c'est dans ces endroits-là que l'éducation permanente devrait vraiment s'exercer. C'est vraiment là qu'on pourrait, et ça se fait dans une série de centres culturels, bien sûr, ou dans une bibliothèque, mais c'est vraiment là qu'on pourrait, on pourrait construire la culture pour le public et par le public. Au niveau de la formation des animateurs, généralement, quand ils font une formation, on insiste très peu sur les méthodes à mettre en place, sur la façon dont on va analyser la situation pour pouvoir monter un projet. Et que donc, on leur parle d'éducation permanente, mais quand je leur demande, quand je rencontre notamment au CFA, où chaque année on me demande d'aller faire une intervention,
quand je leur demande est-ce que vous savez ce qu'est l'éducation permanente? Ah oui, 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 c'est former des cracks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des citoyens responsables. Bon, ok. Et quel est le sens de cette affaire-là? Qu'est-ce que vous faites pour former les cracks? Alors là, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Parce que finalement, ce qui était le nerf de la guerre de l'éducation populaire, c'était l'animation socioculturelle. Et qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup plus dans de l'animation que dans l'animation socioculturelle. On ne se préoccupe pas trop des effets, des possibilités que l'on a en menant une action. On fait une animation qui est une animation.